Moi, c'est Dora Muto, je suis journaliste et je suis aussi derrière le compte Instagram Tajoui qui parle de sexualité féminine et qui est suivi par plus d'un demi-million de personnes. Je regarde quelle caméra? Aucune. Ah, ok. Il y a à peu près 4 ans, un jour, j'ai eu une date avec un mec et puis il m'a raconté que des conneries au niveau de la sexualité des femmes. Il avait l'air vraiment de savoir mieux que toutes les femmes de la planète, hein. Il me disait qu'il faisait jouir toutes les femmes tout le temps, enfin bon, bref. Et il m'a agacée, vraiment, il m'a complètement agacée. Et puis en parallèle, moi, ça faisait un moment que la sexualité, de toute façon, m'intéressait. J'ai eu un blog pendant très longtemps qui s'appelait La Gazette du Mauvais Goût et j'ai été fascinée par les fétichismes et par les paraphilies sexuelles. Moi, c'est un truc qui m'a toujours fascinée. La première fois que je me suis fait embaucher pour écrire dans un magazine, c'était Vice à l'époque. C'était il y a longtemps, ça devait être il y a 13-14 ans. Et mon premier article, c'était sur les mecs qui s'habillaient tout en mohair et ils avaient juste une petite ouverture au niveau du zizi et ils couchaient ensemble dans ces fringues en mohair. Ensuite, je me suis beaucoup intéressée aussi aux looners, qui sont des gens qui sont très excités par les ballons de baudruche. Enfin, j'ai toujours une sorte d'intérêt pour les sexualités un peu bizarres, borderline, etc. Ça me faisait beaucoup rire et à l'époque, je n'avais pas vraiment d'analyse dessus. Ça me faisait juste marrer d'aller visiter ces sortes de niches sur Internet. Donc j'étais déjà sensibilisée à ça. Et puis, dans le même temps, j'écrivais pas mal pour la presse féminine et j'étais extrêmement frustrée. C'est-à-dire qu'on me censurait absolument tout le temps dès que j'avais des propos un peu trop féministes. Bon, ensuite, j'ai vu ce mec-là qui m'a dit que des salades pendant un rendez-vous, il m'a rendu dingue. Je me suis rendu compte aussi autour de moi que pas mal d'amis me racontaient leur sexualité comme si c'était un grand film porno. Et je m'amusais tout le temps, en fait, à leur dire une phrase qui est en fait le titre du compte Insta, qui est mais en fait, ouais, super, tu me racontes ton truc, mais t'as joui? Et là, j'ai un de mes potes qui me disait non, ou bien il y en a certaines qui m'ont dit en fait, j'ai jamais joui. Enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc. Et en même temps, cette phrase t'as joui, c'est une phrase aussi que des hommes m'ont posée et une phrase qui m'a toujours agacée parce que, non, en fait, parfois je n'ai pas joui. Et, même que tu poses la question, c'est tellement évident que. Enfin, voilà. Donc en fait, cette phrase-là, pour moi, englobait tout un tas d'idées. Et donc, j'ai lancé ce compte parce que j'avais fait une story sur mon compte Instagram qui parlait de mon mécontentement face à ce sujet. Je disais qu'il y avait un tabou, qu'il fallait que les femmes parlent de façon plus vraie de leur sexualité et pointent les attitudes borderline des hommes. Et j'ai reçu un nombre de témoignages absolument délirant en quelques heures, 100, 200 témoignages. Et les témoignages étaient très très marrants. Ou intéressants, et du coup j'ai commencé à les screenshotter, et vu que je suis journaliste, je me suis dit, bon, soit j'envoie à la presse, soit j'en fais un article pour la presse, soit j'archive sur un compte Insta. J'ai archivé sur un compte Insta, et j'ai été un des premiers comptes militants sexo-féministes, parce qu'à l'époque, en fait, Instagram, c'était encore un endroit extrêmement fashion, lifestyle, et il y avait très peu de comptes, il y avait très peu de gens qui utilisaient, du moins dans la francophonie, Instagram comme un espace militant. Et donc, j'ai commencé un peu à faire ça. Et le compte a surbuzzé, c'est-à-dire que j'ai lancé ça à midi, j'avais 0 follower. À minuit, j'en ai eu 10 000. Ça a été extrêmement rapide. Et puis, le compte a monté. Et je pense que j'ai eu un peu la chance d'être une des premières sur ce sujet sur Insta avec ce ton-là. Quand vous avez fait Tajoui, vous avez recueilli beaucoup de témoignages. Est-ce que ressortait de la plupart des témoignages? J'ai beaucoup appris, parce que moi, quand j'ai lancé ce compte Tajoui, c'était assez léger, ma façon de parler de sexe. Et puis, j'ai reçu un nombre d'histoires d'inceste. C'était abominable. Mon frère me viole, mon grand-père me viole, mon papa me viole, le festival de l'horreur. Et j'ai appris énormément à travers les témoignages de ces femmes. J'ai appris ce qu'était la dissociation, j'ai appris ce qu'est l'amnésie traumatique, j'ai appris énormément de choses sur le fonctionnement en fait, des violences sexuelles et sur ce que ça fait à la fois sur le corps, la biologie, la psyché en fait, des femmes. Et malheureusement, c'est encore extrêmement commun. Vous dites dans votre description de votre compte Instagram que vous êtes gender critical.
Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, gender critical, ça veut dire critique de la notion ou du concept de genre. Donc, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je pense que le terme de genre est utilisé très fallacieusement dans les médias, en politique. Il y a des tentatives de faire rentrer ce concept dans la loi. Et moi, j'apporte un regard là-dessus un peu différent, enfin, un regard critique, quoi. Vous faites en fait la différence entre genre et sexe, Ouais. c'est ça? Ouais. Je fais complètement la différence entre le genre et le sexe. Le sexe, c'est biologique, c'est matériel, c'est réel. Le sexe, on peut le voir par exemple dans les chromosomes qui sont complètement inchangeables. Aujourd'hui, on n'est pas capable de faire en sorte qu'un homme devienne véritablement une femme ou une femme devienne véritablement un homme de façon biologique. On peut par contre faire une transition de genre. C'est-à-dire que le genre, c'est la construction sociale c'est la construction sociale de ce que c'est que d'être un homme ou une femme en société. Et donc, ça pose un problème, parce qu'une femme en termes de genre, qu'est-ce que ça veut dire? Une femme en termes de genre, c'est quelqu'un, par exemple, qui va avoir une certaine coupe de cheveux, qui va s'habiller d'une certaine façon, qui va avoir des attitudes genrées femmes. Et donc, un genre, c'est forcément un stéréotype. Et donc, moi, je pensais que tout le chemin du féminisme, c'était de se battre contre les stéréotypes de genre. Et aujourd'hui, en fait, c'est une sorte de retour en arrière qu'on nous propose, présenté sous forme de progressisme. Mais en fait, pour moi, on est en train de rétro-pédaler totalement, parce que justement, les femmes se sont battues, par exemple, les suffragettes se sont battues pour avoir le droit d'avoir un compte en banque et le droit de porter des pantalons. Si à l'époque, il y avait eu cette notion de genre, qu'est-ce qu'elles auraient fait? Elles auraient dit « je porte un pantalon et donc je veux un compte en banque ». Ce sont des choses du genre homme, donc je suis un homme. Et donc par conséquent, les droits des femmes n'auraient jamais pu évoluer. Donc moi, ce que je vois, je vois que les gens surtout confondent sans arrêt genre et sexe et qu'aujourd'hui, c'est pas du tout clair dans la tête des gens. En fait, il y a eu une transition au niveau du vocabulaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant, on parlait des personnes transsexuelles. Et vu que les personnes transsexuelles étaient parfois représentées de façon vulgaire, grossière dans les séries, dans la pop culture, etc., ça a fini par vexer et blesser la population transsexuelle. Et donc, il y a un nouveau terme qui est apparu, c'est transgenre. Sauf que ce terme, pour moi, aujourd'hui, c'est un terme qui est pas tout à fait juste. Parce que qu'on transitionne de genre, ok, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que voilà, on est un homme et qu'on a envie de s'habiller en jupe, d'avoir les cheveux longs, d'avoir des attitudes extrêmement féminines, un métier très féminin, etc. Sauf que quand on est un homme et qu'on se fait, par exemple, poser une fausse poitrine, quand on est un homme et qu'on prend des hormones pour avoir moins de barbe et pour avoir un visage plus féminin et puis une voix aussi qui évolue vers le féminin, on parle bien d'essayer de changer la sexuation. Je veux dire, là, on est déjà plus dans le genre, parce que en fait, c'est là qu'il y a une limite très très fine sur laquelle les gens essayent sur lequel cette idéologie essaye de jouer aujourd'hui et qui essaye de faire en sorte que les gens soient plus trop au clair là-dessus. Mais pour moi, à partir du moment où on commence à essayer de modifier sa sexuation et donc d'imiter la sexuation des femmes ou des hommes, en ayant par exemple de la barbe, en prenant de la testostérone, en se mettant une poitrine de femme, ça fait partie de la sexuation femme, ça fait pas partie du genre femme. Et donc pour moi, il y a une sorte de vocabulaire qui est extrêmement pas clair, auquel les gens ne réfléchissent pas du tout aujourd'hui. Et donc, en fait, pour moi, les gens qui font toutes ces transitions-là, qui sont déjà des transitions partiellement sexuées, parce que justement, le sexe se joue à différents niveaux. Il y a le sexe au niveau des chromosomes, il y a le sexe au niveau hormonal, il y a le sexe au niveau anatomique. Et en fait, là, on joue sur différents facteurs du sexe en essayant d'imiter le sexe opposé. Mais les gens pensent que ça, c'est le genre. Lorsque, vous voyez, c'est pas aussi clair que ça. C'est pas aussi clair. Ouais. Mais en fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent que être une femme, c'est social, c'est principalement social. Et vous pouvez
dire que vous parlez un peu plus de biologie finalement. Oui. Vous voulez parler un peu plus du physique et de la réalité d'être une femme aujourd'hui, qui est une réalité liée d'être dans un corps de femme. C'est ça que vous dites. Moi, je pense qu'être une femme n'est pas un ressenti. Je pense que dire qu'être une femme... Je pense que c'est une insulte de dire aux femmes sur cette planète qu'être une femme est un simple ressenti. Parce qu'être une femme, c'est naître dans un corps de femme, c'est avoir des problèmes qui peuvent être en lien avec ce corps de femme. Et toute la lutte féministe est en lien avec ce corps de femme-là. Quand on essaye d'avoir le droit pour l'avortement, par exemple, je suis désolée, un homme ou même un homme qui transitionne pour devenir une femme transgenre ne pourra jamais connaître ce que c'est d'avorter. Un homme qui transitionne ne pourra jamais connaître ce que c'est d'avoir la ménopause. Un homme qui transitionne ne peut pas connaître aussi en réalité la socialisation que les petites filles reçoivent ou parfois subissent. Et pour moi, en fait, on se trompe combat, parce que la vraie chose que moi je vois, c'est que y a des hommes en souffrance aujourd'hui, il y a des femmes en souffrance. Ça, ces populations-là sont en souffrance et je comprends leur souffrance, c'est-à-dire que quand on est par exemple un homme et qu'on a des goûts extrêmement dits féminins, qu'on a par exemple envie de se vêtir en jupe, qu'on a envie peut-être d'avoir un métier dit de femme, etc., ça va être quasiment... Enfin, ça va être possible, mais très compliqué. C'est-à-dire que, par exemple, vous travaillez dans la finance, vous êtes ingénieur. Est-ce que vous allez vraiment vous ramener en petite jupe au travail? Non, parce qu'en fait, l'homophobie des hommes en face va être extrêmement violente. Et ça, même si vous êtes hétéro. C'est-à-dire que vous pouvez être un homme hétéro et avoir envie de vous habiller comme ça, mais en face, de la part des hommes, ça va être interprété comme... vous allez vous faire insulter, vous allez vous faire ridiculiser. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui ont décidé, en fait, de dire, dans ce cas-là, je suis une femme, au lieu de mener une véritable révolution masculine, comme les femmes ont eu leur propre révolution en disant mais merde, nous on veut porter des pantalons, on veut être des femmes et avoir droit en fait aux mêmes choses que les hommes. Tandis qu'à l'inverse, les hommes, eux, n'ont pas vécu cette révolution de leur côté. Les hommes peuvent toujours pas s'habiller de façon féminine. Et à l'inverse, je vois aussi beaucoup de femmes qui ont envie de devenir des hommes, souvent en fait des jeunes filles lesbiennes, qui, quand on écoute quand même pas mal de témoignages, vivent parfois dans des familles extrêmement homophobes, lesbophobes, et qui, au bout d'un moment, consciemment ou inconsciemment, se disent que pour revenir dans l'hétérosexualité, alors, du moins d'un point de vue social, d'un point de vue extérieur, devenir un homme, aux yeux de la société, c'est retourner dans une forme de normalité. Et on le voit dans certains pays, par exemple en Iran. En Iran, c'est un pays où l'homosexualité est interdite. Quand on se fait choper, c'est la prison et pire encore. Et c'est un des pays où il y a le plus de transitions transgenres. Et c'est un pays où la transition est encouragée. Donc ça montre bien que en fait, il y a quelque chose des fois de cet ordre-là, je ne dis pas pour tout le monde, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut essayer de comprendre, comment l'homophobie aussi peut amener à avoir le besoin de transitionner. Pour moi, justement, le terme féminin et masculin est parfois problématique parce que du coup, on enferme des qualités humaine sous ces mots-là. Qu'est-ce que ça veut dire le féminin? Ça veut dire aimer l'esthétisme, aimer l'harmonie, ça veut dire aimer la douceur, ça veut dire des choses comme ça. Et donc toutes ces qualités-là appartiennent pas forcément aux femmes. Et quand on dit féminin, ça veut dire que finalement les femmes ont comme une mainmise sur ces qualités humaines-là. Pareil à l'inverse. Et moi, c'est pour ça que je propose un vocabulaire un peu plus nuancé. Je propose de dire il y a la féminité qui appartient aux hommes et aux femmes. On pourrait dire aussi, par exemple, moi j'aime bien dans le taoïsme, on utilise le yin-yang. Et je trouve ça intéressant parce que ce n'est pas les mots féminin et masculin qui sont mis sur ces qualités-là. Donc je pense que peut-être qu'il y a un nouveau vocabulaire à inventer pour ne pas dire féminité ou masculinité. Mais toujours est-il que moi j'essaie de distinguer la féminité de ce que j'appelle la femellité.
Moi, en tant que femme, je me sens extrêmement fémeline. Je ne me suis jamais sentie extrêmement féminine. C'est-à-dire que la construction sociale de ce que c'est que d'être une femme, moi, moi, ça m'oppresse, en fait. Par exemple, porter des talons, ça a toujours été une plaie absolue pour moi. Avoir une gestuelle féminine, c'est pas naturel. J'aurais plutôt tendance à mettre comme ça, et à écarter les jambes et à me tenir un peu n'importe comment. Et on m'a évidemment appris que c'était pas comme ça qu'on faisait, mais ça me dérange. Tandis que la féminité, c'est tout ce qui fait que je suis une femme de façon innée. C'est-à-dire que ce n'est pas un apprentissage, ce n'est pas une performance de genre, c'est le fait que je suis née dans ce corps-là, voilà, j'ai une vulve, j'ai des pertes blanches, j'ai des règles, voilà, je vais avoir une ménopause, j'ai aussi la possibilité d'avoir un enfant, et même si j'étais stérile, j'aurais cet appareil reproductif là. Donc voilà, pour moi, j'ai des poils, quand on est une femelle, justement, parce que ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, la féminité, c'est le mot qu'on met sur le fait d'être femme, et on attend que les femmes soient féminines. Et en fait, souvent, la féminité est complètement rejetée dans cette société. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de mal à parler des règles. Aujourd'hui, on parle encore très peu de ménopause. Une femme, quand elle est mature, quand elle évolue en tant que femelle, elle a aussi des poils sur le pubis, sous les bras, sur les jambes, etc. Et tout ça, en fait, on essaye de le cacher, de le cacher, de le cacher. Et souvent, les hommes sont très attirés par la féminité, mais pas par la réalité de la féminité. Et on nous demande en fait tout le temps de nettoyer cette féminité-là. Et moi, je pense que le fait que nous-mêmes, en tant que femmes, on la nettoie sans arrêt, on la cache sans arrêt, ça fait que les femmes, en fait, sont déconnectées de leur féminité. Et donc, par conséquent, acceptent le mouvement autour du genre, parce qu'elles se sentent très attachées, justement, à cette notion de genre et à cette performance de féminité, qui est un véritable travail en tant que femme. Je veux dire, performer son genre, et on le fait toutes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être une personne trans pour performer le genre. C'est quelque chose qu'on fait au quotidien. C'est quelque chose qui devient naturel, parce que c'est induit. Oui, c'est un véritable travail. Et quand on fait ce travail-là au quotidien, alors on a de l'empathie quand un homme fait ce travail-là aussi. Et donc on se reconnaît dans cet homme qui va transitionner en tant que femme. On va se dire, c'est mon allié, nous sommes pareils. Mais c'est parce que la plupart des femmes, inconsciemment, rejettent profondément cette réalité biologique, cette féminité-là. Et cette féminité-là, je comprends qu'elle soit rejetée, parce que en fait, depuis le mouvement, la seconde vague féministe, il y a eu l'accès à la contraception. Et en fait, je suis pour la contraception, soyons clairs, je suis pour l'avortement, mais il faut quand même comprendre ce que ça crée dans la tête des femmes. En fait, quand on commence à prendre des hormones comme ça crée déjà une sorte de rupture psychique entre ce qui fait de toi une femme de façon biologique et très concrète. C'est déjà... une femme, normalement, elle ne peut pas coucher sans prendre le risque de mettre un enfant au monde. C'est comme ça. La biologie, sans contraception, sans science, etc., va faire que c'est quelque chose qui peut arriver. Et donc, pour moi, il y a une sorte d'excision psychique qui s'est créée depuis, en fait, la seconde vague féministe. Et moi, je pense qu'on peut à la fois avoir l'avortement et la contraception, et à la fois essayer de travailler sur cette notion de féminité pour pouvoir y être plus connecté et être plus dans le réel. Voilà. Marlène Schiappa, c'est quelqu'un qui me suit sur mon compte Tajoui depuis des années, qui a déjà parlé de Tajoui dans des interviews, voilà. Elle a toujours été d'un soutien assez agréable lorsque je ne la connaissais pas. Et puis récemment, elle était venue à une signature d'un de mes livres. Et donc, je lui avais dit, j'aimerais bien vous voir, j'ai quelque chose à vous raconter, quoi. Voilà, donc ça s'est fait un peu comme ça. Et puis, son cabinet m'a rappelé, et puis ils m'ont dit, de quoi vous voulez parler? Et donc, moi, je lui ai dit que pour les droits des femmes, il y avait un sujet intéressant en ce moment
qui, je pense, mérite d'être discuté, c'est justement cette notion de genre et en fait une sorte de politique d'effacement du sexe qui est en train d'arriver idéologiquement, mais aussi qui est en train d'arriver au niveau des lois. Et que donc, voilà, quoi que eux ils en pensent au gouvernement, je pensais que c'était intéressant d'en toucher mot, d'en discuter. Et donc j'ai constitué un petit dossier pour leur expliquer où est-ce que cette notion de genre peut éventuellement coincer. Et du coup j'ai été leur en parler. Et j'ai été leur en parler à un moment où en fait il y avait une loi qui était en train de passer au Sénat sur les thérapies de conversion, sur l'interdiction des thérapies de conversion, d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Alors, la notion d'identité de genre est venue tardivement dans cette proposition de loi. Évidemment, je suis 100% contre les thérapies de conversion, que ce soit des thérapies, dans le fond, de conversion d'orientation sexuelle ou des thérapies de conversion de genre, parce que moi j'estime que les gens, effectivement, devraient avoir la sexualité qu'ils ont envie d'avoir, sans être violentés et pouvoir se vêtir comme ils veulent dans la société. J'ai été voir Schiappa pour lui parler de ça et pour lui demander... pour lui expliquer en quoi, pour moi, cette notion d'identité de genre, dans cette loi, pouvait éventuellement être problématique. Pourquoi ? Sur la toile, les personnes transgenres, c'est comme si elles avaient deux discours différents. Il y a le discours qu'on va lire sur Instagram ou sur TikTok, qui est un certain discours qui est le discours vitrine. Et puis, on peut aussi aller lire ce qu'ils se disent entre eux. Quand on va, par exemple, sur des forums comme Reddit, où la communauté trans est très grande, et où ils discutent entre eux de leurs problématiques. Et ce qui se dit là, et ce qui se dit dans la vitrine, c'est généralement pas exactement la même chose. Et donc, sur ces forums-là de Reddit, vu que je m'y suis intéressée, puisqu'on m'harcèle tellement que j'ai commencé par vraiment m'intéresser au sujet, eh bien on se rend compte que, par exemple, il va y avoir des filles qui expliquent pourquoi elles veulent transitionner en homme. Et souvent, c'est des femmes qui veulent, par exemple, échapper à la féminité, ou bien elles ne supportent pas leur poitrine, etc. Et si tu creuses un peu, il y a parfois, pas toutes, évidemment pas toutes, mais des fois la dysphorie peut être créée par des violences qui ont été vécues, par exemple, dans l'enfance, dans l'adolescence, un malaise, etc. Et donc, si par exemple, demain vous avez une fille qui vous dit qu'elle a un garçon et que vous lui proposez d'aller chez un psy qui va peut-être l'aider à essayer de comprendre en fait l'origine de cette dysphorie sans juste dire c'est une dysphorie et la façon de traiter la dysphorie c'est la transition, c'est tout. Eh bien ça pourrait éventuellement être considéré comme une thérapie de conversion. C'est-à-dire qu'on l'empêcherait d'aller vers son véritable genre qui serait homme, et donc même lui faire réfléchir à ça, en fait, pourrait éventuellement être un problème. Et en fait, ça se passe en réalité pour de vrai, par exemple au Canada. Récemment, un père a été pénalisé parce qu'il a refusé que sa fille transitionne. Parce que pour lui, il y avait quelque chose à aller voir. Voilà. Et en fait, le père a été puni pour ça. Donc en fait, moi, j'ai essayé d'alerter sur ce problème-là. Et je voulais aussi qu'on réfléchisse à la sous-jacente homophobie, ce dont je vous parlais, qui peut y avoir, en fait, là-dedans. Parce que vu qu'il y a comme je vous disais, dans certains pays, les gens transitionnent parce que, en fait, l'homosexualité est interdite et que donc, pour vivre tranquillement, ils préfèrent transitionner. On pourrait dire que cette loi est circulaire, dans le sens où c'est une loi qui interdit les thérapies de conversion homosexuelle et qui, d'un autre côté, pour certaines personnes, ces transitions-là, en fait, sont des thérapies de conversion. Vous voyez, c'est un truc circulaire comme ça. Je ne dis pas que c'est le cas toujours, mais je voulais dire, moi, aux sénateurs, pouvons-nous un tout petit peu y réfléchir. Et surtout, quand on parle de thérapie de conversion d'identité de genre. Quand on se convertit, il faut analyser un point A pour aller à un point B. Par exemple, on part de homosexuel,
pour essayer d'atteindre l'hétérosexualité. C'est le but de ces thérapies de conversion, d'orientation sexuelle. Et donc moi je leur demandais, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut définir le genre femme et le genre homme? Parce que si on parle de thérapie de conversion, il nous faut un point de départ et un point d'arrivée. Et donc ça a été terrible parce que quand j'ai écrit cette lettre au sénateur, j'ai vécu un harcèlement, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire j'ai reçu, je ne sais même plus, des milliers de menaces, des milliers d'insultes, parce que certains comptes queer, trans, ont voulu me faire passer pour une personne homophobe ou une personne qui était pour les thérapies. En fait, ils ont vulgarisé le truc. Enfin, ils ont dit Dora Muto du compte Tajoui est pour les thérapies de conversion. Évidemment, c'est terrible. C'est-à-dire que c'est jamais ce que j'ai dit. Je suis pour la souffrance de personne. Justement, je pense que ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'il fallait peut-être regarder plus en détail, modifier certaines parties, être plus subtil en fait, comprendre un peu plus les mécanismes, etc. Et en fait, on m'a fait passer pour un monstre absolu. Et donc, j'ai vécu un harcèlement du feu de Dieu avec énormément de célébrités qui ont reposté les contenus qui disaient que j'étais une terrible homophobe. Enfin, ça a été un bordel fou. Sur ce compte qui avait pour vocation de parler de sexualité féminine, de plaisir féminin, vous parlez de choses techniques, d'organes, du clitoris, etc. Finalement, vous avez reçu beaucoup de critiques. Il y a eu une sorte de retour négatif. Complètement. Alors j'ai eu je dirais 6 mois, 1 an de gloire, où tout le monde était d'accord avec moi. J'étais invitée sur tous les plateaux, super génial, Dora féministe aimée par tout le monde. Et puis peu à peu, les choses se sont inversées. C'est-à-dire que vu que moi, quand je parle d'un utérus, je parle d'un utérus de femme. Quand je parle d'un clitoris, je ne mets pas une petite étoile à côté pour expliquer que certaines personnes ont un pénis de femme mais pas un clitoris. Enfin voilà. Eh bien, tout d'un coup, il y a certaines personnes qui sont venues m'expliquer que j'étais pas assez inclusive, que j'étais queerophobe. Et qu'il fallait que je change ma façon de parler. Et donc il y a un compte en particulier d'une personne trans, donc un homme qui a transitionné pour devenir une femme transgenre, qui a commencé à m'envoyer régulièrement des messages sur un ton un peu passif-agressif pour m'expliquer qu'il fallait absolument que je parle autrement. Et notamment, j'avais participé à une campagne qui avait été lancée par le compte Insta Gang du Clito, qui était une campagne d'affichage où on mettait des clitoris partout un peu en France. Et en fait, cette personne-là avait attaqué en fait, cette campagne en disant que c'était transphobe de dire que toutes les femmes avaient un clitoris. Et moi, ça m'avait vachement questionnée. Enfin, comment ça, c'est transphobe ce qui voulait dire qu'il fallait dire que toutes les femmes n'avaient pas un clitoris et que, il existe des femmes qui ont donc un pénis de femme. Et moi, ça m'a fait vachement cogiter tout ça. Et très rapidement, on s'est mis à me traiter de TERF. Parce que cette personne-là, qui a ce compte-là, a commencé à faire des stories en disant que j'étais transphobe et que j'étais une TERF. Moi, j'avais jamais entendu ce terme de ma vie. Je me suis dit, TERF, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai googlé et je me suis rendu compte que ça voulait dire trans, exclusionary, radical, féministe. Donc, une féministe qui exclut les personnes trans. Moi, j'exclus absolument pas les personnes trans, vu que j'inclus toutes les personnes qui ont une biologie femelle. Donc, il existe des personnes qui ont une biologie femelle qui transitionnent vers homme, mais bon, ça change pas tout. J'exclus les mâles, en fait, tout simplement, parce que pour moi, le féminisme, c'était pour les femmes femelles. Donc, moi, c'est comme ça que j'avais compris le féminisme. Mais aujourd'hui, tout le monde m'explique que j'ai tort. Donc, peut-être j'ai quelque chose que j'ai pas saisi, je n'en sais rien, mais bon, voilà. Et donc, cette personne-là a commencé à régulièrement communiquer sur le fait que j'étais transphobe parce que j'ai eu le malheur un jour de craquer et de répondre à cette personne en disant « Écoute, c'est pas compliqué, on va mettre les pendules à l'heure. Mon angle sur Tajoui, c'est que c'est un compte hétéro. » Enfin, qui parle d'hétérosexualité, parce que en fait, moi, j'ai choisi cet angle-là. En gros, s'il y a d'autres gens qui veulent faire des comptes sur la sexualité des personnes trans, j'ai aucun problème. Il y en a d'autres qui veulent faire des comptes sur la sexualité des lesbiennes, il n'y a pas de problème. Juste, moi,
ma vie, ma sexualité, ça a été d'être hétéro, et donc je parle c'est sûr, si vous aviez fait un compte pour parler de la sexualité trans, on vous aurait dit que vous n'êtes pas légitime de parler de la sexualité trans. Donc moi, je parle de ce que je connais. Sauf qu'il y a un moment qu'on atteint un certain stade de popularité aujourd'hui, il y a comme une injonction à être inclusif de tout le monde, parce que moi, je ne suis pas Le Monde, en fait. Il y a un moment, je ne suis pas Le Monde, je ne suis pas Libération, je ne suis pas un grand média, je suis juste une personne qui décide d'angler, comme un journaliste pourrait angler sur quelque chose quand il fait un article, voilà. Et donc, cette personne-là, j'ai eu le malheur de lui dire t'es pas content, c'est pareil. Sauf que cette personne a dit sur son compte que je la mégenrais. Parce que j'ai pas dit t'es pas contente, parce que cette personne se genre en femme. Et alors aujourd'hui, le mégenrage, c'est considéré comme une violence extrême envers les personnes trans. Et donc par conséquent, j'ai commencé à être Dora, la personne transphobe, la féministe transphobe, la TERF transphobe, qui mégenre exprès les personnes trans. Et en fait, cette réputation m'a suivie. Voilà. Et peu à peu, parce que ça s'est fait à base de mèmes. C'est-à-dire que je suis devenue un mème. Vu que je parle des femmes biologiques, j'ai commencé à être représentée par un citron bio. Dans les images, Dora, c'était un citron bio, parce que foutage de gueule, parce que je refusais d'utiliser, et je refuse toujours d'utiliser le terme cis. Moi, je dis biologique, je dis pas cis. Et donc, je suis devenue un mème, et en fait, d'autres pages de mèmes, parce que peu à peu, le militantisme sur Instagram s'est développé dans ces années-là. Et donc, ils ont commencé à faire des mèmes, ils ont commencé à me donner des petits noms, ils ont commencé à prendre mon visage et à le masculiniser pour faire comme si moi, j'étais en transition pour devenir un homme transgenre. Et puis, les gens ont commencé à imiter le modèle de cette personne-là, qui faisait des stories fixes sur moi. Donc il y avait Dora la TERF 1, Dora la TERF 2, Dora la TERF 3, Dora la TERF, etc. Et donc plein d'autres comptes de gens relativement jeunes, je dirais des jeunes personnes transgenres qui avaient littéralement entre 16 et 22 ans, ont commencé en fait à avoir besoin d'un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, on est deux à être devenus des boucs émissaires. Donc c'est moi et Marguerite Stern. Qui a aussi été l'objet de harcèlement récemment. Et c'est assez oui, Marguerite Stern est extrêmement harcelée, presque plus que moi. C'est la créatrice des collages féminicides, c'est une ancienne fémène. Oui, elle est terriblement harcelée. Il y a des menaces de mort qui fusent dans tous les sens. C'est vraiment extrêmement violent. J'aurais jamais cru, il y a 6-7 ans, que dire une chose aussi évidente qu'une femme, c'est une femelle adulte humaine, allait créer un tel harcèlement à mon égard, que des gens allaient venir couper les freins de mon vélo, que ma serrure allait être trafiquée, que j'allais recevoir des menaces de mort par centaines. Vraiment, je pense qu'on vit dans une dystopie absolument terrible dont les personnes de plus de 30 ans ne se rendent absolument pas compte et ne se rendent pas compte à quel point la montée de cette idéologie sur Instagram et TikTok est extrêmement puissante. Est-ce que vous pensez que si vous étiez un homme, vous auriez reçu le même genre de harcèlement? Non, justement, c'est ça qui est assez intéressant. Par exemple, il y a certaines personnes bien plus populaires que moi sur les réseaux sociaux qui sont aussi critiques du genre. Je nomme Booba, par exemple, qui en plus le fait avec ses gros sabots. Voilà. Et lui ne se fait absolument pas emmerder par la communauté trans, pas du tout. Donc moi, je vois quand même une certaine forme de misogynie. Je vois une nouvelle forme de chasse aux sorcières. Aujourd'hui, on chasse les TERF. Et les TERF ne sont plus des femmes, en fait. On est comme... je sais pas. En fait, on devient des monstres, tout simplement, parce que, en fait, moi, j'estime que c'est normal, en fait, de parler pour les femmes femelles, en fait. Pour moi, mon féminisme, je suis désolée, mais on n'est tellement déjà pas sorti de l'auberge, en fait, j'ai envie de dire. En tant que femme femelle, il y a déjà tellement de sujets à mettre sur la table, au niveau médical. Je sais pas, il y a tellement de choses. Emmanuel Macron vient seulement de mettre un plan pour que l'endométriose soit prise en charge dans ce pays. Ça a pris des années, il y a tellement d'autres maladies. Il y a, je sais pas, la maladie de Verneuil qui touche énormément les femmes, le SOPK, etc., qui sont des maladies biologiques
souvent spécifiques aux femmes. Il y a aussi le fait qu'en tant que femme, ben, par exemple, on n'a pas le même cœur que les hommes, donc on ne fait pas des crises cardiaques de la même façon. Enfin, il y a tellement de choses en fait qui sont spécifiques à nos propres corps et on doit lutter encore pour que nos corps soient reconnus en fait et que les spécificités de nos corps soient pris en charge. Même dans les médicaments, la façon dont sont faits les médicaments, c'est souvent dosé pour des hommes. Enfin, il y a tellement de choses que moi j'ai envie de dire mais laissez-moi me concentrer là-dessus. En fait, je ne vous dis pas que vous n'avez pas le droit de lutter pour d'autres causes, mais mettre tout dans le même sac en fait. Parce qu'il faudrait soi-disant être inclusif, pour moi ça ralentit absolument tout le monde en fait. Mais bon, apparemment voilà. On a un peu l'impression que le féminisme un peu mainstream actuel chez les jeunes, sur les réseaux, qui fait partie de cette woke culture et que c'est une question presque de vocabulaire. Oui. Et il se base vraiment sur l'annulation de certains mots, sur certains principes qui sont plus du tout acceptés. Oui, il y a tout un nouveau vocabulaire woke, notamment par exemple autour de la maternité. Il faudrait dire birthing people au lieu de dire une mère. On ne peut plus dire sein, il faut dire poitrine. Il faut dire personne menstruée au lieu de dire femme. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ça s'adresse que aux femmes. C'est-à-dire qu'il faut que les femmes changent leur vocabulaire. Il faut qu'elles soient invisibilisées. Mais par contre, on ne dit jamais personne à pénis ou personne à prostate, bizarrement. On continue à dire homme. Donc en fait, il y a vraiment une volonté d'effacement du terme femme dans le vocabulaire commun. Et ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que, par exemple, le planning familial et des énormes associations financées par nos impôts commencent à utiliser ce vocabulaire. Il y a aussi des grands médias qui commencent à utiliser ce vocabulaire et après, on peut se dire que c'est pas grave, mais pour moi, le fait que le mot femme disparaisse et que surtout on n'a pas eu un débat public sur est-ce que le mot femme doit être représentatif du genre ou est-ce que le mot femme doit continuer à décrire le sexe. Parce que dans le dictionnaire, encore aujourd'hui, une femme, ça décrit en fait le sexe féminin. Mais là aussi, c'est un problème, parce que sexe féminin, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, il y a d'autres gens qui vont dire un pénis de femme, c'est donc un sexe féminin. Donc en fait, il y a vraiment un problème de précision dans les termes. Vos propos sont quand même assez modernes. Vous parlez de sexualité, vous parlez de plein de choses qu'on n'entendait pas avant. Pourtant, on vous dit souvent que vous êtes une féministe un peu old school. Ouais. C'est un peu contradictoire. Oui, d'une certaine façon, on me dit que je suis une vieille conservatrice parce que je n'accepte pas... en fait, cette nouvelle idéologie. Mais moi, je pense qu'eux, ils sont conservateurs. Parce qu'en fait, cette idéologie, elle est conservatrice. C'est-à-dire qu'on conserve ces notions de genre. C'est-à-dire qu'une femme, la façon dont on construit la femme dans la société, c'est ça qui doit rester, en fait. Et la façon dont l'homme est socialement construit, ça doit rester. Enfin, c'est des cases qu'on veut conserver. Et en fait, c'est un mélange de conservatisme et d'avancées scientifiques et d'avancées du monde de l'endocrino. Donc en fait, c'est ces deux choses-là qui sont mises ensemble et le fait qu'il y ait une avancée en fait technologique, ça fait passer ça pour une avancée, pour le progrès en fait. Lorsque on peut avoir un progrès technique et un recul idéologique. Et moi, c'est ce que je vois dans cette idéologie-là. Mais je pense sincèrement qu'énormément de gens n'y ont pas profondément réfléchi parce qu'ils sont confus à cause des termes sexe et genre et qu'il y a quand même, il y a presque pas d'associations qui sont critiques du genre en France. Il y en a très très peu. Voire il n'y en a pas. Enfin, s'il y a quelques assos de parents qui sont en train de se créer. Mais en face, il y a énormément d'assos queer, il y a énormément d'assos trans qui sont financés. Et donc, il y a un afflux d'argent qui va en ce sens, ce qui permet un certain lobbying auprès des sénateurs, des députés, etc. Donc, ça avance en ce sens. Et en face, il n'y a presque pas de résistance. Et la résistance, j'ai envie de dire, on est très très peu à la mener. Et elle vient à un prix, mais extrêmement cher en termes de harcèlement et de violence. Ouais. Votre lutte féministe, est-ce qu'elle est compatible avec la lutte des transactivistes ? Oui et non, en fait, dans le sens où moi, j'ai pas de problème. Enfin, pour moi, les personnes transgenres ou transsexuelles, les deux, doivent avoir des droits dans la société. Ils doivent, évidemment, quand, par exemple, ils sont discriminés à l'embauche ou des choses comme ça, pour moi, il doit y avoir des punitions, c'est évident. Ces gens-là doivent être bien traités, absolument comme tout le monde, et avoir les mêmes droits que tout le monde. Là où il y a une limite,
c'est quand ça empiète sur les droits des femmes. Par exemple, là, je vais vous donner un exemple. Là, il y a un gros buzz autour du fait qu'il y a donc un homme qui est devenu une femme transgenre dans le sport aux États-Unis, dans la natation. Et donc, cette personne-là gagne les compétitions de natation. C'est une personne qui a transitionné il n'y a pas très longtemps et donc qui a eu un corps d'adolescent en tant qu'homme et qui a eu sa maturation en tant que mâle et qui a transitionné récemment pour devenir une femme. Et donc, évidemment, cette personne a une physiologie qui lui permet, en fait, d'être plus rapide qu'une femme. Et donc, cette personne-là gagne les compétitions. Et donc, on voit ça dans tout un tas d'autres types de sports. Et là, il y a une vraie question. C'est-à-dire que est-ce que ce n'est pas la mort du sport au féminin ? Et c'est un énorme problème parce que les femmes, mais les gens ne connaissent pas l'histoire, mais les femmes se sont battues pour avoir des espaces où en fait elles pouvaient justement jouer entre femmes et ne pas perdre tout le temps face aux hommes. Et donc là, c'est la destruction de ça. Mais je ne dis pas que les personnes trans ne devraient pas avoir accès au sport. Pas du tout. Je pense qu'il faut peut-être réfléchir à une autre catégorie, à une catégorie qui serait par exemple mixte, où il y a des gens qui veulent jouer mixte. Mais là, il y a une confusion. Le sport, ça doit parler en fait de la sexuation des gens parce que la sexuation mâle a un avantage physiologique dans pas mal de sports. Dans certains sports, les femmes ont des avantages aussi. Mais là, c'est complètement confus. Et donc, quand ça commence à empiéter sur les droits des femmes, moi, je demande juste une chose. Est-ce qu'on peut y réfléchir? Est-ce qu'on peut penser plus loin? Où est-ce que ça nous mène? Est-ce que c'est juste pour les femmes? Est-ce que c'est juste pour ces femmes athlètes qui se sont battues toute leur vie pour arriver à la première place? Pour qu'un homme qui a transitionné il y a quelques mois pour devenir une femme transgenre leur pique la première place? Enfin, moi, je trouve ça absolument scandaleux et ça me heurte profondément, malgré que je sois moi-même pas une grande sportive, mais j'en sais rien, si demain je devenais une professionnelle de je ne sais quel sport, une révélation absolue, et, enfin, je pourrais pas accepter. Et surtout, les femmes qui sont pas d'accord, en fait, les sportifs qui sont pas d'accord, se retrouvent silenciés. Et donc là, on va bientôt avoir les Jeux Olympiques en France. Est-ce qu'on peut réfléchir à la question? Est-ce qu'on peut décider ce qu'on fait en France sur là-dessus? Et en fait, malheureusement, aujourd'hui, juste dire est-ce qu'on peut penser à cette question, c'est transphobe en fait. C'est immédiatement considéré comme transphobe et considéré comme je suis une sale merde juste parce que je pose la question.